Bonjour à tous, bienvenue à Discours Animal. Aujourd'hui, on parle de comment bien éduquer nos animaux et ce, de la meilleure méthode possible avec notre invité Cédric Dubord qui va nous aider à décortiquer toutes les méthodes d'entraînement. Bonjour Cédric. Oui, rebonjour. Ben oui, je suis bien Rebonjour. content de revenir On est très pour content la de deuxième t'accueillir saison. aussi. En fait, on ne reverra pas tout ton pedigree non plus puisqu'on l'a vu dans la saison précédente. Vous écouterez le premier épisode, mon épisode, Oui, c'est Oui, avant ça. pour revoir tout ça. Qui était sur la hiérarchie et la dominance. Sinon, ben, il y a ta page Facebook puis ton site Internet qu'on peut aller lire un petit peu sur toi. Exactement. Donc, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous expliquer les méthodes d'entraînement? Je sais qu'on entend souvent le R+, la punition, etc. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Ben c'est sûr que c'est le gros débat actuel de OK, c'est quoi les meilleures méthodes, c'est quoi la meilleure chose. Quelle méthode convient à quel chien aussi? J'aime pas parler de méthode en soi, en comportement, parce que une méthode, c'est comme une recette de cuisine. Tu sais. Je donne une recette à faire, on suit la méthode, on suit la recette. Le comportement, c'est pas une recette, c'est d'apprendre à cuisiner un peu. Et je parle plus d'une approche en comportement que d'une méthode en soi. Parce que avec une approche en comportement, selon chaque type de cas, on va avoir différentes techniques d'intervention selon chaque type de cas, basées sur une approche spécifique. C'est là que les différentes visions, les différentes façons de voir les choses influencent dans notre approche. Si je comprends bien, excuse-moi, mais tu peux utiliser plusieurs techniques pour un chien, pour une approche. C'est bien ça? Exactement. Alors, il y a plein de techniques, il y a plein de façons d'intervenir avec les chiens. On a plein d'outils d'intervention aussi, mais ça doit tout se baser sur la même approche. Et oui, je le dis, il y a une approche qui est meilleure que toutes les autres. Et c'est pas le renforcement positif, c'est pas le balance training, c'est pas le dressage. C'est de s'adapter tout simplement à chaque chien et Ouais. j'aime de ça. se baser sur une approche scientifique rigoureuse. Et en ayant cette approche scientifique et rigoureuse-là, on est capable de s'adapter à chaque chien et on est capable également de respecter le bien-être de l'animal. Parce que c'est pas parce qu'on a une approche rigoureuse scientifique et qu'on s'adapte à chaque chien qu'à un certain moment dans l'adaptation, on va plus aller dans le bien-être de l'animal. On peut toujours respecter le bien-être de l'animal dans toutes les interventions et une approche qui est basée sur cette rigueur scientifique-là et sur le bien-être de l'animal va toujours être bonne, va toujours fonctionner et ça consiste à s'adapter également à chaque animal. On dirait que ça fait pas de sens pour moi de entraîner un chien sans avoir à cœur son bien-être. Mais C'est je sûr qu'on pense, veut pas y faire de mal à notre animal c'est qu'on sûr veut que non, mais je entraîner. pense que ce qui est important aussi pour les gens, c'est que ce soit rapide, efficace, puis ils veulent sentir qu'ils ont un contrôle puis qu'ils font quelque chose qui va changer. Tu sais, toi, t'en fais beaucoup d'entraînement. Est-ce que c'est ça que tu penses? Est-ce que les gens, ils préfèrent respecter l'animal ou finalement, ils veulent juste que ce soit En fait, rapide? tout le monde veut respecter l'animal. Même les dresseurs avec qui j'ai discuté, quand je parle de dressage, je parle de techniques qui sont coercitives, de forcer l'animal à produire ou inhiber les comportements. Quand on utilise le terme dressage ou les dresseurs, c'est ceux qui utilisent ce type de technique-là. Et même les dresseurs ont à cœur le bien-être de l'animal, font pas ça pour nuire à l'animal, ils font ça parce qu'ils veulent le bien-être de l'animal. Alors, je suis convaincu que tout le monde, autant les tuteurs que les dresseurs, ont à cœur le bien-être de l'animal et font ce qu'ils pensent qu'il y a de mieux pour l'animal. Ouais. Cependant, on sait qu'il y a des techniques, qu'il y a des interventions qui nuisent directement au bien-être de l'animal et les dresseurs vont tenter de justifier leurs interventions, leurs méthodes, euh, qui sont visiblement, concrètement problématiques pour l'animal, parfois violentes, en se basant sur le bien-être de l'animal, en disant que c'est justifié parce que il faut que je choque l'animal, il faut que je l'électrocute, il faut que je le frappe, il faut que je crie après, pour qu'au final, l'animal se comporte bien, qu'il ne se fasse pas frapper dans la rue s'il part en courant, qu'on ne perde pas le contrôle. Et ce sont des bons justificatifs en soi. On veut assurer la sécurité, on veut euh,
assurer la sécurité de notre chien, on veut assurer la sécurité des personnes autour. Alors, ça, de base, c'est une bonne chose à avoir en tête. Cependant, de croire que c'est parce que l'animal fait ça pour assurer la sécurité qu'on doit utiliser ces méthodes-là, c'est là que ça ne fonctionne pas. On est capable de démontrer qu'on peut arriver au même résultat et même à de meilleurs résultats sans utiliser de techniques de dressage euh, facilement, comme ça. Et en termes de rapidité d'intervention, c'est rapide, c'est efficace d'utiliser des techniques qui sont basées sur la science comportementale et le respect de l'animal. Je... C'est souvent quelque chose, effectivement, que les personnes tentent de justifier les techniques de dressage parce que c'est plus rapide. Ce n'est pas plus rapide. Dans l'instant, on a l'impression que forcer l'animal va être plus rapide dans les minutes, secondes qui suivent. Oui, dans les minutes ou secondes qui suivent, si je force assez l'animal, je vais réussir à le faire produire ou inhiber un comportement. Avec des techniques respectueuses, quelques minutes ou secondes de plus vont être nécessaires dans certains cas, effectivement. Mais qui Alors, fait pas mal. Qui fait pas de c'est mal. ça, La effectivement. personne, oui. Et surtout Mhm. sur le long terme. Avec des techniques basées sur la science comportementale, je ne fais pas juste inhiber un comportement ou forcer un comportement tout de suite. Je modifie le comportement de l'animal, je modifie son état émotionnel sur le long terme en fonction de son environnement. Et c'est ça qui est important de comprendre. Euh, on m'a vu effectivement dans une vidéo intervenir auprès d'un chien qui, pendant 3 ans, euh, avait un comportement problématique de réactivité. Et le dresseur me mentionnait euh, qu'il avait réglé le problème, tout ça justement, avec le collier étrangleur, collier électrique. Mais c'était pas vrai. Pendant 3 ans, le chien était encore réactif puis avait la même problématique, mais il était inhibé à chaque fois qu'il réagissait. Alors, en le peu de temps que j'ai eu avec lui, j'ai réussi au moins à calmer un petit peu le chien. Bien sûr que je ne vais pas changer complètement en 3 ans, mais c'est des choses. Puis c'est sûr que tout prend du temps aussi, là. Ça se fait pas du jour au lendemain, j'imagine, Il là. n'y a pas personne qui a de baguette magique puis qui peut faire un miracle en 10 secondes, là. Mais tu sais, tu parles beaucoup de tes techniques, mais est-ce que tu peux nous les nommer? Élaborer davantage, oui, Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui est chacune d'entre elles? Ça consiste en quoi? C'est quoi les conséquences, etc. c'est ça. Alors, quand je parle d'approche, c'est vraiment une approche basée sur la science comportementale, sur le respect de l'animal également. Se baser sur la science, c'est quoi ça maintenant? C'est d'être capable effectivement de s'ajuster à chaque animal, d'utiliser les principes de la mécanique d'apprentissage. Moi, je tripe sur tout ce qui est toutes les connaissances, justement le gros. Quand on se casse la tête sur quelque chose, moi j'aime ça me casser la tête sur des choses. La mécanique d'apprentissage, c'est souvent une des choses les plus complexes dans le comportement animal. Et j'aime ces notions complexes-là, j'aime me casser la tête là-dessus. Mais c'est nécessaire à comprendre au minimum la base de la mécanique d'apprentissage, comprendre que il y a plusieurs types de comportements différents. On a des comportements que la majorité des personnes comprennent très bien les comportements dits opérants, les comportements qui sont réfléchis de la part de l'animal. Quand on a des comportements opérants, c'est lié à tout ce qui est conditionnement opérant. Là, on parle du fameux renforcement positif, le renforcement négatif, la punition positive, la punition négative et l'extinction, qui sont les principes du conditionnement opérant. Ces principes-là, ce sont des outils qu'on va utiliser pour agir sur les comportements qui sont réfléchis de la part de l'animal. Si je donne pour exemple un chien qui s'assoit, je lui donne une gâterie quand il s'assoit, il comprend que s'asseoir égale une gâterie, il va réfléchir à s'asseoir pour obtenir une gâterie. Ça, c'est notre principe de renforcement positif. Ok. Sur le même comportement de s'asseoir, je pourrais forcer l'animal à s'asseoir en appuyant sur ses fesses, tirant sur le collier pour le forcer à s'asseoir. Et une fois qu'il s'assoit, je le soulage en retirant la pression, en retirant la tension. Et là, il apprend à s'asseoir pour éviter la douleur, éviter le désagrément. Ça, c'est le principe de renforcement négatif. Alors, toute la mécanique d'apprentissage s'applique peu importe ce qu'on fait auprès de l'animal. Même si on ne comprend pas la mécanique d'apprentissage, tout ce qu'on fait auprès de l'animal a un effet qu'on peut attribuer à la mécanique d'apprentissage. C'est ça, il y a le lien de si je fais quelque chose, j'ai quelque chose en plus ou
on m'enlève quelque chose que j'aime pas. C'est ça. Fait que tout ce qui est comportement-conséquence, c'est tout ce qui est lié au comportement opérant. Il y a une partie des comportements ensuite qui sont dits répondants, qui sont liés à l'état émotionnel. C'est lorsque l'animal réagit à son environnement, répond à son environnement, et c'est une des notions de comportement qui est la plus complexe à comprendre pour la majorité des personnes. Alors, lorsqu'on a un chien qui est réactif, la réactivité, ça le dit dans son nom, ça réagit à quelque chose. C'est une réponse émotionnelle. Tout ce qui est de grogner. Le grognement en est un parfait exemple. Le chien grogne lorsqu'il se sent menacé. C'est directement lié à l'émotion. Il y a quelque chose qui le menace. Le chien grogne. Peu importe à quel point on tente de réprimander le chien ou même de le récompenser, on ne peut pas récompenser ni même réprimander un grognement. Là-dessus, c'est lié à l'émotion. Ce qu'on peut faire cependant, c'est modifier l'émotion qui génère le grognement et par le fait même modifier le comportement ici. Fait que grogner est comme une espèce de réflexe. Dans le fond, c'est comme involontaire de sa C'est part. c'est pas. C'est le fun que tu mentionnes la notion de réflexe. Il y a d'autres types de comportements qui sont plus liés aux réflexes, qui sont dits innés ou ce qu'on appelle les patrons moteurs, les séquences d'action, tantôt j'en parlerai un petit peu plus en détail, mais qui sont des comportements euh, qui sont conscients chez l'animal, mais qui sont vraiment involontaires, irréfléchis à un certain moment, et qui sont ni liés à l'émotion, ni liés à un raisonnement. C'est vraiment une catégorie à part de comportement. Euh, Si je prends par exemple le chien, il n'y en a plus beaucoup. Des fois, certains comportements de gratter chez le chien existent. Chez le chat, gratter dans la litière, c'en est un. La prédation en est un parfait exemple, autant chez le chien que chez le chat. Comme ça, de comportements qui sont euh, pas liés à une émotion. C'est dénué d'émotion, la prédation. On ne peut pas jouer sur des comportements, des séquences d'action, tout ça, en tentant d'influencer sur les conséquences. Il faut vraiment agir sur un comportement inné qui est beaucoup plus complexe à ce moment-là. Mais déjà de comprendre qu'il y a différents types de comportements et selon le type de comportement, notre approche va devoir être complètement différente. En fait, les techniques d'intervention vont devoir être complètement différentes. Je ne peux pas juste réprimander un chien quand il grogne, quand il jappe, juste parce que ça arrête le comportement de grogner ou de japper. Il faut comprendre la raison pour laquelle le chien grogne ou jappe également. Mais pour intervenir, excuse-moi, mais pour intervenir sur des comportements, ça prend quand même une bonne notion. Ça prend beaucoup de compétences, justement, de compréhension de qu'est-ce qui est, en fait, qu'est-ce que le chien veut dire, il veut quoi, il ressent quoi, etc., ou le chat, ou peu importe, là, Oui, c'est ça, faut être capable de comprendre c'est quoi la fonction du comportement. Et c'est là qu'on rentre dans l'analyse fonctionnelle, qui est une notion importante quand on est intervenant en comportement. C'est être capable de faire l'analyse fonctionnelle d'un comportement. Quand je donne des cours en comportement, c'est un cours de pratiquement 6 heures juste pour comprendre la base de l'analyse fonctionnelle. Je ne pourrais pas faire l'étalage complet de ça, mais euh, c'est des notions complexes, c'est des notions qui sont quand même importantes. Et on ne demande pas aux tuteurs de comprendre ces notions-là, mais les intervenants en comportement doivent comprendre, doivent maîtriser ça pour être capable de savoir quelle technique utiliser avec le chien avec lequel il travaille, le chien, le chat, ou peu importe l'animal. Comme ça. Quelqu'un qui, mettons, un dresseur que ça fait 30 ans qui est dans le métier, est-ce qu'il peut avoir ces notions-là sans prendre le cours? C'est difficile d'obtenir ces notions-là sans faire de cours, sans faire de travail parce que, oui, il y a une certaine expérience terrain qui va nous permettre d'apprendre. L'expérience terrain est toujours importante, c'est toujours bon. Le problème, c'est que plus on travaille, plus on a des résultats, sans qu'on remette en question ces résultats-là, sans qu'on réfléchisse à ce qu'on fait, plus on risque, je le dis souvent, mais sans remise en question, on expérimente son incompétence. Fait J'ai tellement aimé cette phrase. oui. Alors, s'il n'y a personne pour nous challenger, s'il n'y a personne, si on ne se met jamais à jour, on peut, durant des années et des années, répéter les mêmes choses qui nous semblent efficaces, qui nous semblent bonnes, mais qui, au final,
ne sont peut-être pas optimales, ne sont peut-être pas bonnes également, et on peut toujours s'améliorer, on peut toujours trouver mieux. Euh, je donne un petit exemple, par exemple, juste au niveau du langage animal. Il y avait une notion depuis des années et des années, on parle beaucoup de signaux d'apaisement. Le terme signaux d'apaisement, ça fait pas longtemps qu'on est revenu pour faire une mise à jour par rapport à ça. On ne parle plus de signaux d'apaisement, on parle désormais d'indices de stress. Là, on pense que, OK, là, tu fais juste changer signaux d'apaisement pour indice de stress. À quoi ça sert? C'est parce que lorsqu'on parle de signaux d'apaisement, mais le terme signal euh, signifie qu'il y a une communication qui est faite. L'animal envoie un signal volontaire. Apaisement signifie que l'animal fait ça pour s'apaiser ou pour apaiser un autre. Là, ça signifie que c'est des choses qui peuvent non seulement s'apprendre en soi, parce que des signaux peuvent être appris et peuvent être une source de communication. On pourrait faire ça avec l'animal pour communiquer avec lui. S'il fait ça, il fait ça pour s'apaiser. Alors, ça implique plein de notions qui, au final, on se rend compte que ne sont peut-être pas tant vraies que ça. Ce qu'on sait, c'est que lorsque l'animal produit ces euh, comportements-là, ces indices corporels-là, de, par exemple, détournement de regard, bâiller, se lécher, des choses comme ça, il produit ça parce qu'il est stressé. Et ça nous indique qu'il est stressé, qu'il est inconfortable. Et donc, ce sont des indices d'inconfort, des indices de stress. C'est simplement un indice d'inconfort. Et le fait de savoir ça, de se mettre à jour sur ça, nous permet de changer nos interventions. Là, je comprends que l'animal ne fait pas ça pour s'apaiser et je ne peux pas tenter de faire ça face à l'animal pour tenter de l'apaiser. Je comprends que l'animal, il fait ça parce qu'il est stressé. Et s'il est stressé, c'est à moi de le calmer, de l'apaiser, d'utiliser les techniques nécessaires pour y parvenir. C'est aussi important de savoir que ce ne sont pas des choses apprises. L'animal le fait parce qu'il a besoin de le faire et il ne peut pas apprendre à communiquer en faisant des signaux comme ça. C'est juste des indices corporels qu'il produit lorsqu'il est stressé. Vas-y. Ben, en fait, c'est que tu disais, tu sais, c'est à nous de... J'ai aimé ça quand tu as dit c'est à nous de le calmer puis de le rassurer. Mais j'ai souvent entendu des gens qui disaient, ben justement, c'est pas... En fait, c'est le chien ou ben, c'est l'animal tout seul qui prend ses propres décisions puis qui doit gérer les conséquences de ses actes, entre guillemets. Mais, fait que dans le fond, on est là aussi pour le calmer puis le rassurer, j'imagine. Oui, c'est ça. Ça, c'est une des notions les plus importantes en comportement animal. Euh, c'est aussi la petite notion red flag lorsque on fait passer justement des tests ou des examens aux éducateurs. Si ils ne comprennent pas cette notion-là, ça passe pas, il faut retourner faire des formations. C'est le principe, la mécanique d'apprentissage derrière ça, c'est du compte conditionnement répondant. C'est l'aspect de modifier un état émotionnel face à un déclencheur. Simplement, c'est l'animal, lorsqu'il se sent pas bien, lorsqu'il est stressé, lorsqu'il a peur de quelque chose, il est en réponse émotionnelle à quelque chose, on peut toujours réconforter, rassurer un animal qui a peur, qui se sent pas bien. La peur, la réactivité, c'est lié à des émotions. On ne peut pas récompenser une émotion, on ne peut pas renforcer une émotion. Et une des façons les plus efficaces que les animaux généralement aiment le plus, c'est la nourriture. Alors, un animal qui a peur, qui se sent pas bien, à part des cas d'exception, mettons de protection de ressources, on peut toujours donner de la nourriture à un animal qui a peur. S'il prend la peine de manger, ça va le réconforter, ça va le rassurer face à ce qui lui fait peur. Ça ne va pas renforcer, ça ne va pas récompenser sa peur. Et par le fait même, ça ne va pas récompenser ou renforcer les comportements liés à la peur. Alors, tout ce qui est grogner, japper, les jappements de peur, de réactivité, euh, se faire petit, aller se réconforter, se coller contre nous, réconforter l'animal par l'entremise de gâteries, de jouets, de jeux, de caresses, si c'est suffisant pour le rassurer, est toujours une bonne chose. L'animal va se sentir de mieux en mieux dans la situation qui le fait réagir, dans la situation qui le fait peur, et va de moins en moins réagir, de moins en moins avoir peur. Si S'il y a une chose au moins à se rappeler de
tout le segment ici, ce serait ça. On peut toujours réconforter, on peut toujours rassurer un animal qui a peur. C'est la chose la plus importante. On ne peut pas récompenser ou renforcer la peur comme ça. Tantôt, t'as dit que justement les chiens pouvaient japper quand ils ont peur. Souvent, on voit ça, des chiens qui vont japper, mettons, à la fenêtre quand. Est-ce que c'est de la peur? Est-ce que c'est de la protection du territoire ou est-ce que c'est autre chose? Es-tu capable de nous éclairer un petit peu Oui, là-dessus? il y a plein de raisons pour lesquelles les chiens peuvent japper. Ils peuvent japper, oui, pour obtenir de l'attention, des jeux, des gâteries, des choses comme ça. Ça, c'est des jappements dits opérants dans les comportements qui sont réfléchis de la part du chien. Mais tout ce qui est réactivité. Alors, il y a une grosse partie des jappements et les jappements, généralement, les plus fréquents, quand ils sont liés à la réactivité. Euh, Ça peut être de la peur, un sentiment de menace, ça peut être plein de choses. Non, ce n'est pas de la défense de territoire en soi. Euh, la notion de territorialité est remise en cause en ce moment chez les animaux, du fait que pour avoir une notion de territorialité, il faut que l'animal ait la notion de propriété, de s'approprier quelque chose, s'approprier un territoire, par exemple. Et donc, il faut qu'il considère, faut qu'il y ait une bonne notion de soi aussi, pour avoir la conscience de le je pense donc je suis. Il faudrait que l'animal ait cette notion-là, ce qui jusqu'à présent, quelques animaux ont cette notion-là de très faible niveau. On parle des primates, les dauphins, les cochons, les éléphants, les corvidés euh, et quelques autres, mais pas les chiens, pas les chats, pas la majorité de nos animaux domestiques. Attends, là, Et si, ouais. juste pour que ce soit plus clair, si on pas t'es-tu capable de nous expliquer un petit peu comment qu'ils voient, comment qu'ils nous voient dans ce cas-là? Euh, Comment ils nous voient? Ils ont une conscience. Il y a plusieurs niveaux de conscience et on pourrait vraiment aller très élaboré là-dedans, mais simplement, il y a une conscience. On va commencer avec les plantes. Les plantes réagissent à leur environnement, mais n'ont pas conscience de leur environnement. Ça signifie que il y a des choses qui se passent dans l'environnement. La plante peut émettre euh, je suis pas un expert en botanique, là, alors je ne voudrais pas Ouais, rentrer dans le signal nécessairement là-dessus, mais il y a des On choses que la comprend. plante peut émettre lorsqu'il y a des menaces environnementales et ça fait des réactions chez la plante qui sont dénuées de conscience. Il y a ensuite les animaux. Euh, Tous les animaux, à l'exception des méduses, par exemple, qui n'ont pas de cerveau, qui n'ont pas de système nerveux, et peut-être d'autres dans la même catégorie que les mhm. méduses, je ne les connais pas tous encore une fois, euh, ont conscience de leur environnement et sont capables d'agir sur leur environnement. Ils sont capables d'avoir conscience de qu'est-ce qu'il y a autour d'eux, d'agir sur leur environnement autour d'eux. Ensuite, il y a un niveau de conscience qui est une conscience de son propre corps. Que ce ne sont pas tous les animaux qui ont cette capacité de conscience-là. Les chiens et les chats l'ont parfaitement. Il y a plusieurs études qui ont été faites avec des chiens ou des chats, par exemple, qui, leur propre corps bloquait certaines choses et il fallait qu'ils comprennent qu'en déplaçant leur corps, ils pouvaient résoudre des problèmes, des choses comme ça. Alors, les animaux ont conscience de leur corps, ont conscience de leur environnement autour, mais la conscience vraiment de soi, la conscience d'avoir conscience, on ne l'a pas établi encore chez beaucoup d'animaux. Par exemple, le test du miroir, le fait de se reconnaître dans un miroir, les chats et les chiens, peu importe à quel point on les aime puis on pense que notre chat et notre chien est intelligent, euh, n'ont pas cette capacité-là de se reconnaître dans le miroir. Alors, qui fait partie un des tests de base pour avoir conscience de soi comme ça. Alors, là, c'est une grosse parenthèse pour les différents niveaux de conscience, pour en revenir un petit peu à la territorialité et ensuite au jappement, Ah, oui, hein, on parce fait qu'on beaucoup de... on a dérivé beaucoup. Bon, c'est ça, la notion de territorialité, ça prend cette conscience de soi-là pour s'approprier quelque chose. Les animaux, du moins les chats et les chiens, n'auront pas cette notion-là de conscience de soi et donc pas de notion d'appartenance. De plus, pour la notion de territorialité, il y a certains critères qui permettent d'établir qu'il y a un territoire et que l'animal a la notion de territorialité, soit délimiter un territoire. Pour délimiter un territoire, il faut que l'animal s'approprie cette délimitation-là, patrouille cette délimitation-là et utilise des méthodes répulsives pour repousser les autres.
C'est quoi la première chose qui nous indique généralement que l'animal est territorial? C'est quoi le plus gros marquage territorial qu'on a en tête souvent? Qui urine. Les pipes. L'urine. Oui. Alors, souvent, on dit, ah, mon chien urine, il fait du marquage territorial. Le but de la territorialité, généralement, c'est de repousser. C'est quoi la première fonction de l'urine? Qu'est-ce qui se passe dès qu'un chien urine à quelque part? Mon Dieu, tous les chiens se ramassent là. Tous pour les sentir. chiens se ramassent là. Ça contredit complètement la notion de territorialité, juste cet aspect-là. Ce qu'on a en tête, qui est la plus grande notion de territorialité, qui est le marquage territorial, le marquage urinaire, a un effet attractif. Juste ça dément la notion de territorialité. Donc, non, le jappement n'est pas territorial là-dessus. Cependant, le chien a quand même une conscience de son corps, une conscience de son environnement. Chaque individu a une bulle un peu de à quel point ils sont à l'aise face aux autres. Pour certains, autant les humains que les animaux, on peut avoir des plus petites bulles, des plus grandes bulles, où est-ce que on se sent plus ou moins bien lorsque certaines personnes sont dans cette zone, de cette proximité-là face à nous. Eh bien, pour les chiens aussi ont une bulle. Il y en a pour qui, lorsqu'il y a d'autres chiens qui rentrent dans cette bulle-là, sont contents, sont excités, c'est le fun. Pour d'autres, à une certaine distance, je me sens pas bien, je me sens menacé. C'est pas je protège mon territoire, je protège ma zone, c'est juste je me sens pas bien par ta présence, tout simplement. Ta présence me dérange, je vais japper, je vais grogner parce que tu me déranges. Est-ce que ça se peut que la bulle soit plus grande à la maison que quand ils vont se promener dans la rue? Absolument. Et l'inverse est possible aussi. Dans la majorité des cas, dans la maison, dans la zone où est-ce que le chien se sent en sécurité, il se sent bien, il est plus à l'aise, il n'est pas habitué de voir autant de chiens, sa bulle est plus grande. Et oui, sa bulle peut être tout le terrain de la maison à ce moment-là parce que il voit un chien qui embarque sur le terrain. C'est pas il embarque sur mon territoire, je dois défendre mon territoire. C'est juste, hey, je t'aime pas, va-t'en, t'es dans ma bulle est très grande à ce moment-là, et t'es dans ma bulle. Alors oui, il peut se mettre à japper, à réagir. Pour en revenir au jappement maintenant, ce sont tous des jappements de réactivité. Et là, lorsqu'on parle des différentes méthodes d'intervention, des techniques d'intervention, c'est là où est-ce que on a des grosses distinctions entre les comportements de réactivité versus les comportements qui sont réfléchis, qui sont opérants. Dans un cas où est-ce que le chien jappe de façon opérante, alors pour obtenir quelque chose, pour obtenir des gâteries, pour obtenir du jeu, des caresses, pour sortir par la porte ou des choses comme ça, c'est sûr que oui, si on répond à la demande du chien, on va souvent par le fait même récompenser ou encourager le jappement. Dans les cas de réactivité, il n'y a pas de risque de récompenser le jappement. Le chien ne jappe pas pour obtenir quelque chose, il jappe en réponse à quelque chose, il jappe parce qu'il se sent généralement pas bien. Ça peut être de l'excitation aussi, il est juste content de voir un autre chien, il jappe aussi, mais c'est l'émotion qui provoque ça. Et là, lorsqu'on rentre dans la mécanique d'apprentissage, ce n'est pas du R+, qu'on va utiliser, par exemple, pour des comportements de réactivité. Et c'est ce qui distingue beaucoup les dresseurs des éducateurs ou des comportementalistes. Souvent, les dresseurs vont utiliser des techniques en opérant. Ils vont penser que le chien il est conscient de ce qu'il fait ça pour obtenir quelque chose. Et là, ils vont tenter de réprimander le chien en lui disant non, en utilisant le collier étrangleur, collier électrostatique, pour réprimander le jappement. Ça a pour effet, oui, de l'arrêter, de l'inhiber, mais le chien il réagit parce qu'il ne se sent pas bien. Nécessairement, si on réprimande le chien, il va se sentir de moins en moins bien et ça peut accentuer sur le long terme la problématique. Et souvent, la peur est la première cause d'agressivité également. Mais on ne peut pas faire de renforcement positif non plus. Le chien est en réaction émotionnelle. Le renforcement positif agit sur les comportements qui sont réfléchis, qui sont opérants chez le chien. Quand tu dis renforcement positif, c'est aussi R+? R+, oui, Ok. c'est ça. Le R+, n'est pas applicable dans les cas de réactivité. Parce que le R+, agit seulement sur des comportements réfléchis, opérants chez le chien. Dès qu'on tombe dans la réactivité, on n'est plus en R+, on doit utiliser des techniques de conditionnement répondant. Et c'est là la grosse formule qu'on utilise en mécanique d'apprentissage dans les cas de réactivité. Ce qui est le fun, c'est que c'est applicable pour
tous les cas de réactivité, sans exception, tous mes cas que j'ai eus, j'utilise la même méthode de mécanique d'apprentissage. Soit, je vais prendre une gorgée là-dessus, c'est de la désensibilisation systématique et du contre-conditionnement répondant vers opérant de renforcement différentiel de comportement incompatible. Alors, c'est les notions de mécanique d'apprentissage qui s'appliquent dans un cas de réactivité. Ça consiste à quoi tout ça? Ouais. La désensibilisation systématique, c'est un principe d'exposition graduelle à ce qui fait réagir l'animal pour diminuer un état émotionnel. Quand on est en répondant, en réactivité, l'animal est dans une réponse émotionnelle. On veut avoir une approche graduelle pour avoir un faible niveau de réactivité pour être capable de travailler avec l'animal. Alors ça, c'est notre portion de désensibilisation systématique, une approche graduelle. Là, la partie contre-conditionnement répondant. Ça, c'est la partie de modification émotionnelle. C'est la partie qui est souvent confondue avec le renforcement positif parce que, autant dans le renforcement positif que dans le contre-conditionnement répondant, on donne quelque chose à l'animal, comme des gâteries, du jeu, des caresses. Dans le contre-conditionnement répondant, ça a pour but de modifier l'émotion. Alors que dans le renforcement positif, ça a pour but de récompenser l'animal. Quand on est dans l'émotion, on ne peut pas récompenser l'animal, il est juste dans l'émotion. Alors, si l'animal est dans un état de réactivité, il ne se sent pas bien, il réagit, il grogne, il jappe, et je lui donne de la bouffe, ça c'est mon contre-conditionnement répondant, il va se sentir de mieux en mieux face à ce qu'il fait réagir, s'il prend la peine de manger. Oui, ça me fait penser à un bébé naissant. Quand il pleure, c'est une émotion, tu sais, que ça ne donne rien de y taper sa tête, puis Non, c'est arrête ça. de pleurer, arrête de Bébé. pleurer, arrête de pleurer. Le bébé naissant, on va le prendre dans nos bras, on va le réconforter. Voilà. Et il est dans une émotion. On ne peut pas récompenser un bébé à pleurer. Il ne pleure pas parce qu'il sait que, oh, quand je pleure, j'obtiens ça. Il pleure en réaction à j'ai faim. La faim cause les pleurs. J'ai mal, la douleur cause les pleurs. Je me sens pas bien, ma mère n'est pas là. Ça cause les pleurs. Il n'est pas encore à un stade de réfléchir à je vais pleurer pour obtenir ce que je veux. Sinon, il va juste faire ah en étant content parce qu'il sait que quand il fait semblant de pleurer, il obtient ce qu'il veut. Un bébé, ça ne peut pas faire semblant de pleurer. Un chien ne peut pas faire semblant de grogner pour obtenir ce qu'il veut. En fait, excusez-moi. Les chiens, oui, c'est possible. Les chats, j'ai essayé autant que possible. Ça se fait pas parce que les chats, le grognement est spécifiquement lié à un état de mal-être, de menace. Pour les chiens sont capables de grogner aussi dans du jeu, dans de l'excitation. Alors, les chiens sont capables, lorsque entraînés, volontairement ou involontairement, de grogner pour obtenir des gâteries, pour obtenir quelque chose. Cependant, si le chien grogne pour obtenir des gâteries, il ne va pas grogner et risquer de nous mordre. Il va grogner en étant tout content et en se shakeant les fesses comme ça. Alors, si je donne de la bouffe à un chien qui grogne et que par accident, j'entraîne le grognement, le chien va être content de grogner, il va shaker les fesses. La pression n'est pas la même, mettons. C'est ça. C'est ça. Versus un chien qui grogne pour me sauter dessus, tout le langage corporel, toute la posture corporelle va être complètement différente. Alors, c'est pour ça qu'il n'y a aucun risque de donner de la bouffe à un chien qui grogne. Encore une fois, dans l'exception de protection de ressources, mettons, là, sans rentrer dans les détails de ça, si la situation est sécurisée, aucun problème à donner de la bouffe à un chien qui grogne. On ne va pas récompenser le grognement, on va juste réconforter le chien. Mais ça, c'est la portion contre conditionnement répondant, c'est de modifier l'état émotionnel. On rassure le chien. Réconforter, rassurer, c'est important. Une fois que le chien comprend que, hey, quand je vois le chien à l'extérieur, au début, je me sens pas bien. À toutes les fois que je le vois, c'est le fun, je reçois de la bouffe. Hey, c'est le fun de voir le chien à l'extérieur. Là, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il va commencer à diminuer dans l'émotion, aller vers la réflexion, aller vers les comportements opérants. Là, ce que je vais vouloir, c'est, OK, maintenant, quand tu vois un chien à l'extérieur, tu sais que tu as de la bouffe. Maintenant, ce que je veux, c'est que tu prennes la peine de regarder le chien à l'extérieur et de revenir vers moi pour avoir une gâterie. Et il va déjà plus japper à cette étape-là.
C'est là qu'on passe du conditionnement répondant vers l'opérant. On passe vers un comportement qui est réfléchi de la part du chien. Le chien comprend que là, je dois produire le comportement de regarder ce qui me fait réagir. Il se sent déjà mieux parce qu'on a modifié son émotion. Et maintenant, ce qu'on veut, c'est tu prends la peine de percevoir ton environnement, de regarder ce qui te fait réagir et ensuite de revenir vers moi, par exemple. Et le fait de revenir vers soi, sans lui demander, c'est juste le déclencheur initial, la vue du chien. Le chien comprend que quand je vois le chien, je dois revenir. Comme ça, c'est notre partie de renforcement différentiel de comportement incompatible. J'entraîne un comportement différent. Là, on est rendu dans le récompense. C'est un comportement qui est différent de celui initial, soit j'appuie vers le chien. D'un comportement incompatible, soit c'est incompatible, je pourrais entraîner le chien à prendre un jouet dans sa gueule ou à revenir vers moi. C'est incompatible avec le fait de japper face à un autre chien. Et cette simple technique-là en soi de désensibilisation systématique et de conditionnement répondant vers opérant de renforcement différentiel de comportement incompatible, ça s'applique dans tous les cas de réactivité et ça fonctionne tout le temps. Les cas d'exception sont les cas où est-ce que l'animal a un problème mental et que c'est un problème mental l'empêche d'apprendre, l'empêche complètement d'être réceptif. Et ces cas-là, même avec le dressage, vont continuellement être réactifs. Là, il y a besoin d'une approche médicale comme ça et sont excessivement rares, ces cas-là. C'est quand l'animal en a besoin, oui, on peut aller vers la médication, mais c'est rare. C'est pas vrai qu'on va donner de la médication à tous les chiens qui sont réactifs. Il faut juste prendre la peine de bien intervenir. Si l'animal est bien réceptif à l'apprentissage, la médication n'est pas nécessaire si l'animal n'a pas de trouble mental. Mhm. Qu'est-ce que tu dirais aux gens qui disent que leur animal ne fonctionne pas, eux, avec les bonbons? Ça m'arrive tout le temps. Et des cas où est-ce que les chiens ou même les chats ne prenaient pas de gâterie, le nombre de fois que je me suis fait dire ça, et je suis arrivé en consultation, j'ai sorti la bouffe, puis l'animal le prenait super bien. Qui aime pas les gâteries? C'est ça. Bonne gâterie! C'est la majorité du temps, c'est parce qu'ils n'ont pas testé les bonnes. Quand on trouve la bonne, ça fonctionne généralement très bien. J'ai des cas d'exception où est-ce que, oui, l'animal voulait rien savoir de la nourriture et c'était vraiment difficile de trouver une bonne motivation. La nourriture reste cependant un motivateur primaire chez l'animal. Toute espèce animale a besoin de manger pour survivre. À un moment donné, l'animal, il mange. C'est assuré. On peut utiliser la nourriture lorsque l'animal est en appétit. Alors, on peut faire en sorte que l'animal soit en appétit et c'est très. Je vais vraiment faire attention. On ne veut pas affamer l'animal. Le but, c'est pas d'affamer l'animal pendant 3 jours. Puis là, là, t'as faim, hein? Là, tu vas les prendre. Non. C'est juste la portion du matin, par exemple, au lieu de lui donner son repas le matin, on va attendre un petit peu, puis on va lui donner son repas ou des gâteries en entraînement. Comme ça, pour qu'il soit plus motivé, plus en appétit pour manger. Mais c'est clair que si j'essaie juste de donner des petites croquettes ou des petites gâteries poches, ça se peut effectivement que ça ne tente pas. Et si je teste des gâteries plus intéressantes, écoute, j'en ai des cas où est-ce que je vais y aller avec du fromage, avec des saucisses hot dog. C'est excessivement rare, puis souvent c'est vraiment dans les premiers temps. Une fois que l'animal est réceptif, ça marche bien. Là, je retombe avec des gâteries quand même plus santé. Mon but, c'est quand même de rester dans les gâteries santé. Puis au final, on n'a plus besoin d'en utiliser. Mais l'animal va toujours avoir un motivateur. La nourriture reste le meilleur motivateur. Il faut juste être capable de bien l'utiliser. Ça veut dire, si j'ai un animal réactif en laisse qui tire au bout, puis je suis là derrière, puis hey, regarde, j'ai des saucisses, comme ça, puis je suis juste comme, veux-tu des saucisses? Puis mon animal réagit. Il voudra rien savoir, il s'en fout complètement des saucisses. Ouais. Mais si je prends la saucisse, puis je lui mets directement dans la gueule, il y a de fortes chances que, ok, c'est le fun, puis qu'il va la prendre, puis t'en veux-tu un petit peu plus? Parfait. Mais si l'animal il est trop dans un état de réactivité élevé pour prendre la nourriture qu'on lui offre, ça veut dire qu'on doit aussi diminuer dans l'intensité.
on va se placer à une plus grande distance de la réactivité, on va commencer à une plus faible intensité, d'où notre portion de désensibilisation. Avec une bonne désensibilisation, tous les animaux, sans exception, vont être réceptifs à la nourriture parce que l'animal a besoin de manger pour vivre tout simplement. Alors, il faut juste prendre le temps de bien faire les choses et d'avoir une approche très graduelle. Mais ça m'est arrivé dans de rares cas où est-ce qu'effectivement, il fallait que je travaille avec l'animal, je n'avais pas le temps d'attendre qu'il soit en appétit. Je ne voulais rien savoir de la bouffe que j'utilisais, rien savoir des jouets. J'ai utilisé du pipi de chien dans certains cas, où est-ce que j'ai trempé des barbouillettes dans du pipi de chien et le chien voulait tout faire pour sentir le pipi. Alors, c'était souvent des cas de réactivité un petit peu plus élevés. Il voyait ce qui le faisait réagir, je lui présente le pipi. Il voyait ce qui le faisait réagir, je lui présente le pipi. À un moment donné, le chien, il veut sentir le pipi. Mais pour sentir le pipi, qu'est-ce que tu vas faire? Regarde le chien, viens sentir le pipi. Regarde le chien, viens sentir le pipi. Alors, le chien comprenait que s'il veut sentir le pipi, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit regarder l'autre chien. C'est le fun de regarder l'autre chien parce que lorsqu'il regarde l'autre chien, il peut aller sentir le pipi. J'ai fait ça, je pense, 4-5 fois. Ça n'a pas été souvent, mais C'est un bon renforçateur quand même. c'est un bon renforçateur. Il y a toujours une solution qu'on peut utiliser pour renforcer ou modifier l'état émotionnel du chien. Puis je comprends aussi que c'est pas, tu sais, le donner les gâteries aussi souvent, c'est pas pour toute la vie, là, entre guillemets, là, c'est Mais non. pour modifier le comportement ou modifier pour l'entraînement. Dans le fond, le but, c'est pas de se traîner un paquet de saucisses Non, sur c'est soi ça. tous les jours, là. Souvent, les personnes ont peur de dépendre de la nourriture. Et je trouve ça vraiment drôle, cet argument-là de je veux pas dépendre des gâteries parce que ça vient souvent des dresseurs qui, eux, dépendent du choke, dépendent du collier électrostatique. Fait que là, c'est ça. Tu enlèves ça, puis le chien, il se remet à réagir, puis tu n'as plus le contrôle sur le chien parce que le chien a plus la peur de se faire étrangler ou de se faire recevoir le choc électrostatique. C'est pour ça que ça fonctionne. C'est parce que le chien a peur. Mettons qu'on dépend des gâteries, je préfère définitivement dépendre de quelque chose qui est le fun pour l'animal que de dépendre de quelque chose de désagréable pour l'animal. Alors, Ouais. de base, c'est pas vrai qu'on dépend des gâteries, mais mettons que j'en dépends, je m'en fous. Je préfère qu'il me trouve le fun parce que je lui donne de la bouffe qu'il ait un peu peur de moi parce qu'il sait que je peux y faire du Exactement. T'as mal. tout le temps une petite odeur de saucisse. Là. Ben oui, c'est ça. Mais les gâteries, on finit par ne plus en avoir besoin. Et c'est important de savoir, encore une fois, comment diminuer ça pour ne plus en avoir besoin. Et le but, c'est pas j'en donne plein au départ, puis après ça, je coupe d'un coup sec. Là, c'est sûr que l'animal va être frustré, puis il va être comme, mais là, j'ai plus de gâterie, je vais repartir à réagir. Mais si on est dans de la modification émotionnelle, une fois que l'état émotionnel est modifié, j'en ai plus besoin de bouffe. C'est fait. C'est modifié. Quand on est en raisonnement, en renforcement positif, alors là, j'entraîne des comportements assis, couché, donne la patte, marche en laisse, n'importe quoi. J'utilise des gâteries au départ, par exemple. Mais là, oui, si j'arrête d'un coup sec, l'animal va être comme, hey, d'habitude, j'en ai, je fais ça pour avoir des gâteries, tu m'en donnes plus. Il va être frustré. Mais là, on diminue graduellement pour que peut-être qu'il va avoir des gâteries, peut-être qu'à un moment donné, il n'y en a pas. Mais l'animal a quand même du plaisir à nous écouter. Il a quand même du plaisir à continuer de faire le comportement, malgré le fait qu'à un moment donné, il n'y en a plus de gâteries ou rarement. À un moment donné, c'est plus obligé de la nourriture, ça peut être des caresses, ça peut être du jeu. Les caresses, si le chien aime ça. Mais on s'entend qu'entre des gâteries et une caresse, les gâteries sont généralement préférables chez le chien. C'est excessivement rare des chiens qui font des choses pour les caresses. Moi, j'entraîne beaucoup ma chatte Majesté, elle s'appelle Majesté parce qu'elle est majestueuse. Je l'adore. C'est cute. Elle tripe sur les caresses. Alors, je suis capable de l'entraîner, de faire plein de tours juste en utilisant les caresses comme renforçateur. Mais si je sors mon petit creamy ou si je sors la conserve, ça augmente un peu le boost et la motivation quand même là-dessus. J'en ai une autre chatte qui est en réhabilitation en ce moment parce que je fais un petit peu d'entraînement. Elle, si je la touche, plus maintenant, mais si je la touchais, elle me mordait. Clairement que je ne vais pas utiliser les caresses comme technique d'entraînement. Je vais utiliser la bouffe, je vais utiliser d'autres motivateurs comme ça. Alors, on utilise ce qui motive le plus l'animal, tout simplement.
Est-ce que tu peux nous parler un peu du clicker? Le clicker, j'utilise pas de clicker tant que ça. Souvent, les personnes, je pense que ça a diminué un peu dans les dernières années, mais il y a eu encore une grosse tendance à voir les entraîneurs qui utilisent le clicker comme étant des données de gâterie, comme l'appellation clic bonbon, des choses comme ça. Euh, Puis d'associer vraiment le clicker à une approche comme hyper permissive ou des choses comme ça. Et quand Je on suis parle comme, de clicker, juste pour que c'est tout le monde c'est un sait. petit outil d'entraînement qui fait juste un clic comme ça. OK. Le clicker, je le présente souvent comme un outil d'entraînement de précision. OK. Alors, quand on fait des entraînements de précision, qu'on veut avoir des comportements précis, spécifiques, on veut avoir un outil qui nous permet de marquer, c'est un marqueur de comportement, qui nous permet de marquer le moment spécifique que je veux récompenser. Alors, oui, avec un clicker, quand le chien, par exemple, s'assoit, à la seconde où les fesses touchent au sol, clic, et le clic est associé à généralement une récompense, soit une gâterie, comme ça. Alors, c'est clic, bouffe. L'animal comprend que lorsqu'il entend le clic, il reçoit une gâterie. Et donc, ça nous permet d'avoir les comportements précis, spécifiques qu'on veut avec le clicker. On l'utilise beaucoup pour les chiens, on l'utilise pour les chats, mais on l'utilise également pour l'entraînement des animaux dans les zoos, pour les soins volontaires, des choses comme ça. On utilise beaucoup le clicker également parce que quand on entraîne, par exemple, des loups, des tigres, des lions, des ours en soins volontaires, bien, pour chaque intervenant, il faut que, peu importe l'intervenant qui arrive, l'animal réagisse de la même façon. Alors, avoir un clicker, c'est très pratique aussi pour ça parce que, euh, au lieu d'utiliser la voix, par exemple, eh bien, on a juste un petit outil qui fait clic, puis l'animal comprend que peu importe c'est qui, quand c'est clic, il y a de la bouffe qui suit. Je travaille principalement avec des cas de réactivité. J'en fais pas beaucoup d'entraînement, en soi, des gros entraînements euh, de, de, de précision, d'obéissance, des choses comme ça. Euh, J'aime moins ça, moi, en faire. Ça reste le fun, tout ça. C'est juste, c'est pas mon dada. Je préfère les comportements de réactivité, tout simplement. Puis quand les personnes veulent faire des entraînements de précision, je les envoie vers des entraîneurs euh, qui, là, le renforcement positif s'applique beaucoup parce que l'animal est déjà réceptif, il Parce qu'il produit le réfléchit, comportement, là. il est en état de réflexion. Mais lorsque je suis en intervention, moi, mon clicker, c'est pas un petit clic, c'est ma voix. Moi, je dis yes avec un petit ton aigu comme ça. Ceux qui voient mes vidéos d'entraînement, je dis toujours yes, yes. Puis à un moment donné, ça devient gossant d'entendre tout le temps ça. Mais la raison pour laquelle j'utilise une petite voix aiguë, c'est parce que l'animal, les animaux sont beaucoup plus réceptifs aux sons aigus qu'aux sons graves. Les voix graves, les sons graves font vraiment peur à l'animal. C'est pour ça que quand on élève le ton, quand on dit non à l'animal, des choses comme ça, euh, avec un ton grave, oui, l'animal réagit, mais il ne réagit pas en ayant du plaisir, il réagit en ayant peur. Mon but, c'est pas de faire peur à l'animal, c'est que l'animal ait du plaisir à m'écouter. Et donc, en utilisant un petit ton aigu, en utilisant le yes, comme ça, l'animal, oh, ça capte un petit peu plus son attention déjà. Et il sait qu'il y a quelque chose de le fun qui s'en vient, soit de la bouffe, soit une caresse, soit du jeu, mais peu importe ce qui se passe, il a entendu yes, ça va être le fun. Comme C'est ça. pour ça qu'ils aiment ça quand on leur parle comme des bébés. Oui. Et c'est con, mais parler à nos animaux comme des bébés, euh, c'est le fun Ah oui, là-dessus. Et on a souvent la croyance de faut pas infantiliser le chien, tout ça. Puis je suis parfaitement d'accord. Les chiens, les chats, les animaux ne sont pas des humains. On veut pas les infantiliser. On veut traiter des chiens comme des chiens. Moi, je trouve pas ça péjoratif. Moi, je trouve ça plutôt très valorisant de traiter un chien comme un chien parce que c'est comme ça qu'il doit être traité. Ce sont des chiens. Euh, mais traiter un chien comme un chien, ça consiste à lui parler avec une petite voix douce. Parce que c'est ça qu'ils aiment. Utiliser un gros ton aigu, un gros ton grave, ça leur fait peur. Et on veut éviter de faire peur aux chiens comme ça parce que la peur est la première source d'agressivité également. Il nous reste comme 5 minutes, 5-10 minutes. Est-ce qu'on a une dernière question, sujet? J'ai parlé beaucoup de choses, mais on a skippé un peu les méthodes, les différentes méthodes C'est vrai. comme ça, qui était le sujet un peu principal aussi.
parce que j'ai parlé justement de l'approche que je prends, soit une approche de rigueur scientifique dans le bien-être de l'animal, mais on voit quand même beaucoup de croyances sur différentes méthodes, soit, bon, on parle beaucoup du renforcement positif comme étant une méthode. Comme je l'ai dit un peu, le renforcement positif, ce n'est pas une méthode en comportement, c'est simplement et uniquement un principe de mécanique d'apprentissage qui consiste à ajouter quelque chose d'agréable pour augmenter un comportement. Le renforcement positif n'est pas une méthode, c'est pas une approche. Cependant, les intervenants qui disent travailler en renforcement positif, généralement, ils disent ça pour simplifier les choses, pour que ce soit quand même accessible au grand public. C'est pour avoir une certaine vulgarisation, pour comprendre qu'ils ont une approche bienveillante de l'animal. Ouais, mais faites attention parce que j'ai déjà vu des dresseurs dire qu'ils travaillaient en Voilà. R+, puis finalement, c'était pas le cas parce qu'ils se fient sur ce que les gens ne savent pas. C'est ça. Mais le renforcement positif, si quelqu'un dit « Ah, moi, je travaille en renforcement positif », il faut aller fouiller plus loin là-dessus parce que le renforcement positif, c'est pas grand-chose en tant que tel. Des entraîneurs, alors des personnes qui vont faire de l'entraînement d'obéissance, des choses comme ça, vont utiliser beaucoup de renforcement positif. Moi, j'en utilise presque pas de renforcement positif parce que je travaille dans les cas de réactivité. La réactivité, on n'utilise pratiquement pas de renforcement positif. On utilise des techniques de conditionnement répondant. Mais là, il y a le renforcement positif qui est une fausse méthode. Et à l'opposé de ça, aussi, il y a les techniques de dressage qui, quand on parle de dressage, consiste à forcer, contraindre l'animal à produire les choses. Encore une fois, c'est basé davantage sur la peur et malgré les bonnes intentions des dresseurs, on a les connaissances et les compétences nécessaires aujourd'hui pour comprendre que le dressage n'est pas une bonne approche parce que ça fait peur à l'animal, ça le contraint dans ses comportements et ça augmente les risques d'agressivité. J'ai une question que j'ai vue souvent. Comment je vais formuler ça? Il y a des gens qui disent que, en fait, on voit la race que j'ai vue où ils disaient le plus souvent, c'est Berger allemand, malinois. Ouais, entraîner des bergers allemands, ça prend un éducateur qui connaît la race. Qu'est-ce que t'en penses? Oui et non. Dans le sens, oui, il y a des distinctions entre les races comme les chiens de berger, les chiens primitifs, les chiens nordiques, les chiens de terrier vont avoir des distinctions. Cependant, la mécanique d'apprentissage, ce qui est le fun, c'est que ça s'applique sur tous les animaux. La mécanique d'apprentissage est exactement la même pour toute espèce animale, incluant l'humain. Alors, quand on a une maîtrise de la mécanique d'apprentissage et qu'on comprend les bases des comportements des chiens de berger, toutes les choses comme ça, on peut intervenir avec n'importe quel chien là-dessus. Oui, il y a des distinctions à comprendre avec les chiens de berger, mais les chiens de berger, c'est... Moi, je les aime, les chiens de berger, ça m'apporte beaucoup de clientèle parce que il y en a à tonnes des problèmes de comportement chez les chiens de berger. Et malheureusement, les bergers allemands, malinois, c'est des chiens qui sont puissants, sont intenses, tout ça. Et les personnes pensent que, vu que c'est des chiens qui sont puissants, qui sont souvent réactifs, faut intervenir avec eux avec des méthodes plus coercitives. Juste sur les groupes Facebook, je regarde beaucoup de groupes Facebook de différentes races et c'est hallucinant de voir les différences de mentalité entre des groupes avec des bergers allemands, malinois versus juste bergers australiens, border collie, toutes ces races-là. Ouais. Où est-ce que les groupes avec les bergers australiens, border collie, malheureusement, oui, les personnes sont souvent beaucoup plus éduquées et à jour en comportement. Ceux avec les bergers allemands, malinois, il y en a qui sont très bien éduqués, mais il y a encore beaucoup de désinformation et de croyances, de dressage, tout ça, qui ressort énormément dans ces groupes-là. Et souvent, là, il y a la mode là, qui monte de plus en plus de ce qu'on appelle le balance training. Je connais pas. Ça veut très bien se dire, le balance training, c'est une approche équilibrée en comportement. Ça semble beau, une approche équilibrée. Comme ça, on prend ça en ce moment, l'équilibre partout. Là, c'est très, très beau et cute. Tout ça, tout est rose, tout est beau, tout est équilibré. On va être gentil. Il n'y a rien qui est mal. Tout ça, tout est bien. Tout doit être équilibré.
C'est tout cute comme approche. On peut donner des gâteries, puis on doit réprimander, puis être ferme de temps en temps. Fait que c'est comme l'approche un peu utopique des choses comme ça, de dire qu'il y a un bel équilibre à avoir en comportement. Alors, il faut être équilibré dans toute la mécanique d'apprentissage. Ils comprennent, je ne rends pas la mécanique d'apprentissage, ceux qui disent travailler en balance training. C'est souvent, ils disent qu'il faut avoir un équilibre entre les punitions et les réprimandes. Le problème, c'est que le comportement, ce n'est pas juste du R+, P+, R-, P-. La majorité du comportement se passe en répondant aussi. Alors, le balance training qui considère généralement juste les conditionnements opérants, puis il faut qu'il y ait un équilibre dans les conditionnements opérants, dans les réprimandes, puis dans les récompenses. Tu manques un méchant bout du comportement déjà en partant. Mais c'est pas vrai qu'il y a d'équilibre à avoir en comportement. Il n'y a pas un équilibre à avoir entre récompenser et frapper l'animal. Il y a des choses qui sont clairement indiquées comme étant efficaces et se baser sur la science comportementale, s'adapter à chaque animal, ça ne consiste pas à avoir un équilibre, ça consiste à s'adapter à l'animal. Et quand je m'adapte à l'animal, je ne vais pas aller pousser dans le renforcement positif pour juste donner des gâteries. Je vais m'adapter à ses besoins et intervenir avec la modification de l'environnement, modification de l'état émotionnel. Oui, dans certains cas, récompenser les comportements désirés, rediriger certaines choses. Mais je ne vais pas avoir un équilibre entre « OK, je vais te donner un peu de gâterie puis te frapper de temps en temps comme ça. Parce que dans tous les cas, l'animal ne comprendra jamais que ce qu'il fait est bien ou mal. L'animal n'a pas de notion de moralité, de bien, de mal, de est-ce qu'il a le droit ou pas le droit de faire certaines choses. L'animal est amoral. C'est ça qui distingue l'animal de l'humain. À partir de 2-3 ans chez l'humain, on commence à développer les notions de moralité, de règlement. Et oui, c'est important chez l'humain, à un certain moment, d'émettre des conséquences, des punitions à certains comportements parce qu'on doit comprendre ces notions-là de moralité. L'animal, peu importe à quel point on le réprimande, ne comprendra jamais qu'il n'a pas le droit de japper, qu'il n'a pas le droit de monter sur le divan ou des choses comme ça. C'est complètement impossible. Merci énormément. Oui, merci beaucoup. C'était tellement intéressant. T'avais-tu autre chose à ajouter? Ben, Non, parce mais que là, on a parlé de beaucoup de choses, puis on s'est comme étalé sur beaucoup de choses là-dessus. Là, je sais qu'il y a des questions qu'on n'a pas répondues, mais on peut... On en fera un C'est autre. ça. On en fera un autre Si ça te au besoin, tente mais toujours, c'est ça. c'est toujours le bienvenu. Merci beaucoup. Puis, tu veux-tu plugger quelque chose? Tes podcasts? J'en ferai plus tant que ça. Non, c'est ça, je me suis lancé un peu, puis j'ai fait... vous êtes excellente parce que je suis pas aussi bon que vous pour animer les podcasts comme ça. Mais j'ai d'autres projets qui vont être à venir quand même. La seule chose, je pense que je pourrais rajouter, c'est de toujours se maintenir à jour, continuer à s'informer. Moi, peu importe le nombre de formations que j'ai suivies, je vais continuer d'en suivre, de toujours me remettre en question. C'est la chose qui est la plus importante en comportement. C'est de ne pas s'arrêter à nos croyances préétablies. C'est de toujours développer. S'il y a des choses que j'ai dit qui ont choqué les personnes qui ont écouté, allez faire des recherches, allez chercher davantage, renseignez-vous davantage. À la limite, contactez-moi directement si vous voulez en savoir plus parce que j'ai pas pu aborder toutes les choses en détail nécessairement, mais allez se renseigner, c'est la chose la plus importante à faire comme ça pour continuer de s'améliorer constamment. Et on peut te rejoindre sur ton site Internet? Site Internet caniscience.com, sur ma page Facebook, également Caniscience comportementaliste canin. Oui. Génial. Merci beaucoup, Cédric. Merci. Ça fait plaisir.